première réflexion que j'ai eue, j'ai dit, mais avec les récifs qu'il y a, les falaises qu'il y a peut-être eu des naufrageurs. On m'a dit, ah non, ici, non. Et c'est vrai, il n'y a pas eu un seul naufrageur dans la Hague. Alors c'est aussi contraire à l'âme et à la culture du Haguais que la contrebande fait partie du jeu. Je dis, mais il y a quand même des choses un peu drôles. Ah oui, il y avait de la contrebande. On est à la pointe extrême du cap de la Hague, au bout de la presqu'île du Cotentin, à côté du port de Goury, devant le phare de Goury. Et on est en face les îles anglo-normandes. La plus proche ici, c'est Aurigny, qui est seulement à une douzaine de kilomètres de la côte. Ensuite, vous avez Guernesey, Sercq et Jersey. On va remonter à la création du duché de Normandie, donc nous sommes en 911. Le roi de France accorde à Roland les terres de Normandie qui correspondaient à peu près à la Haute-Normandie actuelle en échange de sa protection contre les autres envahisseurs potentiels, y compris des îles anglo-normandes, qui ne s'appellent pas encore comme ça bien sûr, qui font partie du diocèse de Coutances. Donc à partir de là, les îles font partie complètement intégrante du duché de Normandie. C'est en 1066, Guillaume traverse la Manche pour aller récupérer le trône d'Angleterre qui lui était dû, gagne cette bataille d'Hastings et à ce moment-là, Guillaume étant duc de Normandie, le duché de Normandie passe dans la couronne anglaise. On arrive en 1360, lors du traité de Bretigny, on est en pleine guerre de 100 ans, le roi de France est prisonnier et c'est une rançon royale qui rend définitivement la Normandie au royaume de France. Et malheureusement, dans ce traité, les îles sont tout simplement oubliées. Ce sont les mêmes personnes qui habitent sur les îles et sur cette côte, donc on a toujours fait du commerce. Au XVIIe siècle, Louis XIV dépense sans compter. Au puits sans fond que représente financièrement Versailles, le roi Soleil ajoute les frais de guerre entreprise pour affirmer la suprématie française. Colbert est chargé de renflouer les caisses de l'État et crée alors une taxe prohibant l'importation de produits finis. Cette politique oblige les Normands du Cotentin à s'approvisionner en textiles auprès des manufactures royales, pratiquant des tarifs inaccessibles, alors qu'à quelques encablures de leur côte, il existe des produits manufacturés bien meilleur marché car exonérés de taxes. En dépit des risques, la tentation est grande de se lancer dans un trafic clandestin. La noblesse locale qui fréquente la cour de Valogne, le petit Versailles normand, s'organise en sociétés de fraudeurs de 10 à 30 personnes, parmi lesquelles on trouve aussi des commerçants, des cabaretiers et des braconniers. Henri Robert Jalot de Ranteau, corsaire et contrebandier, est le plus célèbre d'entre eux. Henri Robert Jalot, il appartient à une famille prestigieuse. Il est malheureusement le cadet de cette famille prestigieuse. Il s'est illustré de façon assez glorieuse. Non seulement à la course, où il a été parmi les meilleurs corsaires sans doute en Manche, mais il s'est également illustré lors de faits encore plus prestigieux, comme après la bataille de la Hougue, où il a failli, il a failli sauver le vaisseau amiral, c'est-à-dire le Soleil Royal, qui était en perdition et qui n'avait pas pu doubler le cap de Fernandville, en sautant à bord avec un canot, en faisant couper la mâture, faisant alléger le bateau de façon à l'approcher au maximum de la côte, et en coulant un des vaisseaux anglais qui poursuivait le navire. Il va profiter de ses capacités à la fois de marin, d'homme de guerre, parce que c'est quelqu'un qui sait manier les armes, qui sait donc gouverner les bateaux, manier les armes, et de ses titres quand même qui ne sont pas négligeables. Il va donc profiter de tout ça pour se livrer à la contrebande, qui est le moyen lucratif pour lui de subvenir au fait qu'il est le cadet de la famille et qu'il est, sinon en état de misère, tout au moins en manque d'argent. Il y a des gens qui sont à son service
et qui font la fraude avec lui. Il y a également les pêcheurs du coin, toutes personnes qui connaissent parfaitement le terrain, parfaitement les marais, la mer, les rochers, les passages, etc., et qui vont pouvoir l'aider dans son entreprise. Pour refaire ces traversées, nos contrebandiers doivent être bien sûr de très bons marins, car ils ont sur leur itinéraire à rencontrer le courant du raz blanchard. C'est un courant méchant, si on peut dire, car il s'inverse avec les marées. Il peut atteindre 12 nœuds, c'est-à-dire 22 km/h. Ils essayaient de naviguer par temps favorable, c'est-à-dire sûrement les petits coefficients de marée, qui rendent la navigation plus facile, et des temps bien brumeux, où on ne se voit pas de loin. Henri Robert Jalot traverse de nuit le raz Blanchard vers les îles anglo-normandes. Il ramène ensuite sa marchandise clandestinement dans une crique secrète. Sa marchandise est alors prise en charge par des porteurs rompus à se faufiler discrètement de chasses en taillis et de ruisseaux en bois. Le transport des ballots se fait généralement à l'aide de chevaux. 2 ou 3 éclaireurs partent devant, suivis à 200 ou 300 mètres par le convoi lourdement chargé. Leur protection se trouve assurée de chaque côté par d'autres hommes armés. Sur l'arrière, une équipe est chargée d'effacer les traces de passage, prête à couvrir le convoi ou à détourner les éventuels poursuivants. L'âne, de taille plus petite mais non moins solide, est également fréquemment employé. Le déplacement sur les pistes doit être discret, pas de ferrure, et les chevaux sont choisis avec une robe sombre. Alors il avait établi son état-major à la ferme de la Bas-Montrie, sur la côte est, une ferme bien trapue en granit, toujours debout de nos jours. Donc ce chevalier de Rontaut s'était entouré de quantité de gens du pays favorables à sa cause et qui avaient sûrement intérêt à travailler pour lui. Il est fort possible que, en fait, il ait fait construire cette propriété en plus pour servir de lieu de rencontre, peut-être de lieu de passage de la fraude. Face à la grande contrebande, le pouvoir local et royal ne demeure pas indifférent. D'énormes moyens sont mis en œuvre. Aux agents des fermes s'ajoutent les cavaliers de la maréchaussée, les gardes maritimes de l'amirauté et même la troupe. À l'époque, ce n'est pas encore le douanier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un fermier général qui n'est pas un fonctionnaire de l'État, qui travaille pour son propre compte, qui crée quand même des grosses difficultés de relations, on va dire, entre les gens de la région et ces fermiers généraux qui sont accusés de tous les maux, parce que de toute façon, comme ils sont à leur propre sol, ils essayent au maximum de faire ses profits. Et c'est comme ça qu'est née cette rivalité entre ces fraudeurs et ces gabelous, parce qu'à l'époque on les appelle les gabelous, le mot gabelou venant de l'impôt sur le sel qu'on appelait la gabelle, par dérivation c'est devenu les gabelous, et donc c'est de là que sont nées effectivement toutes ces animosités, on va dire, entre les uns et les autres. J'ai dans la famille un arrière-arrière-grand-père qui a été contrebandier de son état. Il était né en 1833 à Auderville. Il était marin. Il se marie dans les années 1855. Et puis donc il avait l'habitude, enfin ce que mes parents et grands-parents ont pu me raconter, il avait l'habitude de frauder, donc de faire la contrebande de tabac avec les îles anglo-normandes, donc avec Origny en particulier. Il se rendait régulièrement donc, dans les îles pour récupérer du tabac et l'acheminer en France vers l'intérieur du pays. Il y avait des contrebandiers, donc rapidement l'État a décidé d'implanter des douaniers pour contrer cette fraude. Donc, je sais que par exemple sur Jebourg, il y avait 2 compagnies de douaniers, donc ça représentait, ils étaient implantés sur deux maisons différentes, donc avec un capitaine, et donc ça faisait 14 hommes qui patrouillaient sur le sentier des douaniers sur Jebourg. Ici à Auderville, il y avait encore plus d'hommes, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sûrement plus d'une trentaine d'hommes, avec en plus un bateau sur lequel ils étaient capables de patrouiller en mer. Il y en avait aussi une patrouille sur Aumonville, il y en avait aussi sur Aumonville-la-Rogue, où ils avaient aussi un bateau.
Donc c'était plus d'une centaine d'hommes sur la Hague pour surveiller les côtes. Donc il y avait donc une surveillance extrêmement vigilante, enfin en tout cas au XIXe siècle, extrêmement importante de la côte. Dès 1691, on arme la Sainte-Geneviève dans le port de Cherbourg. Les côtes se hérissent de corps de garde et de redoutes. En 1791, le célèbre chemin des douaniers est créé, entourant le Cotentin sur 438 km. Des gabions de pierres sèches parsèment la lande et surplombent les ports et lieux naturels d'accostage. Les douaniers sont alors installés avec leurs familles tout le long de ce chemin. De leur côté, les fraudeurs s'organisent. Société, capitaine, chef, une véritable hiérarchie se profile avec ses règles, sa comptabilité, ses réseaux de revente, ses investisseurs. La trace la plus ancienne que l'on ait, c'est le cadastre napoléonien, qui pour Saint-Germain-des-Vaux a été établi en 1818. Et tous ces bâtiments figurent sous le nom du hameau Le Pont des Vaux, et plus particulièrement là où nous sommes, la caserne des douanes. Et nous sommes à proximité du port Racine, à une cinquantaine de mètres de la mer. Il y avait un bureau qui est derrière nous, et toutes les petites maisons que l'on voit, c'était les habitations de douaniers. Ah, c'était pas une partie de plaisir, hein, comme certaines personnes ont pu le penser. Hein. Traverser le raz Blanchard, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Un matin d'hiver, il revient de l'île d'Origny sur son petit bateau, il débarque dans une crique sous Jebourg. Il y avait forcément très souvent des patrouilles de douaniers qui faisaient la navette. Et puis donc il se fait surprendre par cette patrouille de douaniers qui le prend en chasse et il finit par se réfugier dans la mare de Vauville. Il va y rester toute la nuit, sûrement l'eau jusqu'à la taille. Le lendemain, il arrive à rentrer chez lui et il va attraper une pneumonie ou quelque chose dans ce style-là. Et quelques jours plus tard, il en décédera rapidement. On parle souvent des risques du métier. Ici, le risque était gros. La loi s'est progressivement durcie, de lourdes peines pouvant être prononcées. Mais le plaisir héroïque de braver l'autorité prenait souvent le pas sur la raison. Ça demandait un travail de préparation, parce qu'ils avaient des trucs insensés pour faire ça. Ce qui leur faisait plaisir, dans le fond, c'était de faire la nique aux douaniers. Et j'ajouterais que les douaniers de l'époque étaient ravis d'avoir... C'était une espèce de jeu d'échecs permanent. C'est à celui qui arriverait en tourlouper l'autre. Alors les douaniers avaient des idées formidables et les contrebandiers avaient des idées époustouflantes. Et voilà, c'était une espèce de jeu. On aurait presque pu, comme au football, mettre visiteurs, ça c'était les douaniers, locaux étaient les gens d'ici, et donner le résultat du match. Alors on est à un endroit ici sur le chemin des douaniers, à proximité du chemin des douaniers, à l'endroit qu'on appelle la conférence. Parce qu'en fait, ce lieu était le lieu de rencontre des brigades de douaniers de Jebourg et Auderville. Et là, ils se communiquaient les informations pour mieux faire leur travail ensuite. Et donc, c'est resté la conférence. Et on est ici à l'approche du creux du Mauvais Argent. Alors ce creux du Mauvais Argent, il n'est pas très connu car il est absolument invisible de la côte, de la mer, du sentier des douaniers. Il est situé au pied de la falaise et ma foi, quand on ne sait pas où il se trouve, il est quasiment invisible. On est donc à l'intérieur du creux du Mauvais Argent, une cavité à peu près grande comme une salle à manger, assez basse de plafond et complètement, inaccessible de la mer. C'est-à-dire que même quand la mer est haute, la mer ne vient pas à l'intérieur de la cavité. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour une cachette de contrebande, car si vous y amenez des marchandises de contrebande, eh bien, elles ne sont pas noyées, elles sont préservées.
Donc il faut se replacer dans l'histoire. Les contrebandiers arrivent des îles anglo-normandes, Origny notamment, ici à une douzaine de kilomètres. Ils débarquent en pleine nuit, des nuits complètement noires, ils connaissent bien les lieux, et ils abordent ici, dans ce creux du Mauvais Argent, en y déposant leur matériel. Donc nos contrebandiers qui venaient des îles, par le bateau à l'aviron ou à la voile bien sûr, avaient des complices sur la côte qui étaient chargés d'allumer des lampes qui signalaient au bateau qu'il y avait un douanier dans le secteur. Et on appelait ça un feu de renvoi. Et donc évidemment, dans ce cas-là, le débarquement se faisait plutôt à un autre endroit où il n'y avait pas de douanier. Pour occuper l'attention d'un douanier, on essayait de débarquer, faire des faux débarquements, débarquer des baluchons de tabac par exemple, alors que c'était des baluchons de chiffon. Et donc pendant que le douanier était occupé, on débarquait à un autre endroit la vraie marchandise. Toutes les ruses étaient de mise pour transporter ce fameux tabac, et tout le monde était à l'œuvre dans la contrebande. Même le curé du village fumait le tabac de contrebande, et tout le monde y avait sa part. Donc c'est un peu dans l'esprit du pays de la Hague d'être un peu fraudeur. On appelle ici la fraude. C'est quelque chose qu'on aime bien faire illégalement. C'est quelque chose, voilà, ça va bien dans l'esprit du pays, parce que ici dans la Hague, on est très loin des états-majors qui gouvernent. On aime bien son indépendance, et ma foi, on aime bien être à l'aise chez nous ici. C'est évident que les gens qui vont chercher du drap reviennent avec quelques ballots de tabac également. On commence à pétuner, comme disait Cyrano de Bergerac à l'époque. Et plus tard, oui, le tabac sera la principale contrebande. On fait venir du tabac de 60 tonnes. Parce que les îles n'ont pas de droit à payer les gens des îles sur le tabac. Très curieusement, on s'était aperçu à une époque qu'il y avait beaucoup de gens qu'on allait enterrer à Cherbourg, alors qu'il y a des cimetières charmants, si je puis dire. C'est parce que tout simplement, le mort n'existait pas. C'était un cercueil dans lequel il y avait tout ce que vous pouvez imaginer de contrebande, suivi par un cortège de gens en larmes, habillés en noir, etc. Et les douaniers se découvraient bien civilement devant ce mort qui n'était pas mort. Il y a eu, alors quand ils ont commencé à inventer le truc, parce qu'ils finissaient par comprendre, alors après ça, il y a eu le coup du bébé, c'est-à-dire c'était les couches du bébé qui étaient remplies de choses de contrebande. Et alors il y avait des va-et-vient de bébés, comme ça, à travers la Hague, des mères qui portaient des bébés. Alors il y avait le vrai bébé dont les couches étaient pleines, puis il y avait un faux bébé dans la poussette aussi, hein, de landau. Tout ce qui était véhicule comportait des cachettes, des trappes, des tiroirs secrets, etc. Et vous avez beaucoup de maisons où il y a encore la cache dans laquelle on planquait la marchandise qui arrivait, qui était soit un renfoncement dans un mur. Aujourd'hui, on met des bouquins, waouh. Mais c'était bien fait, une petite armoire murale, assez facile à trouver. C'est pour ça que il y a vraiment ce côté, cet échange un peu rigolo entre le douanier et le contrebandier. Il n'y a pas la méchanceté. Le contrebandier n'était pas un bandit. Enfin, c'était quelqu'un qui trichait, mais qui trichait gentiment. C'est un abri construit en pierre, c'est un petit chef-d'œuvre de maçonnerie destiné à cacher les marchandises de contrebande et notamment le tabac. Alors, il y en a un certain nombre dans tous les villages de la côte, il y en a même peut-être qu'on ne connaît plus, mais bon, c'est vrai que la marchandise, il fallait la mettre à l'abri en fonction du lieu de débarquement où ils allaient cacher la marchandise, en fonction des renseignements qu'ils recueillaient où se trouvaient les brigades de douane. Et ma foi, je pense qu'il y avait tout un réseau de cachettes comme ça, des plus ou moins grandes, plus ou moins petites, certaines construites, certaines naturelles, mais vraiment c'est tout un réseau de cachettes. Là, un mur de soutènement du jardin qui appartenait également aux douaniers, et bien souvent dans ce cas de dénivellation avec un mur de soutien, une cache
a produit de fraude, donc de paquets, 10 pouchetons de tabac, et paradoxalement, dans ce milieu douanier. Alors, je vais vous dégager l'ouverture. Alors, ici, on a l'entrée, et à l'intérieur, c'est plus important qu'on pourrait le penser, puisque on a à peu près 1 mètre de profondeur, 1 mètre de largeur et 1 mètre de hauteur. Le tout construit en encorbellement, comme les puits. Est-ce que c'est le maçon qui a préparé pour des fraudeurs avant que les douaniers n'arrivent? Pourquoi pas? On n'aura sans doute jamais la réponse. Si ce n'est qu'on pourrait imaginer, sans faire de mauvais esprit, pourquoi pas que certains douaniers étaient aussi un peu fraudeurs. La fraude se situait pour la pointe de la Hague, entre Aurigny et la Hague. Ça venait par pouchetons, comme on dit, des ballots qui pesaient environ 30 à 40 kilos. C'était souvent des agriculteurs qui étaient capitaines de société, mais par contre avaient besoin d'aide de pêcheurs pour faire le transport du tabac. Ce sont quand même des agriculteurs, je pense, qui avaient certains moyens, ne serait-ce que pour armer un bateau. La noblesse intervenait beaucoup sur les chefs de réseau. Doranteau, il était emprisonné et il ressortait assez vite, parce qu'il faisait jouer ses relations et donc il arrivait très vite à ressortir. Et de fait, jusqu'à sa mort, finalement, il a vécu même une retraite paisible à Valognes. Donc ça veut dire quand même qu'il avait beaucoup d'appui pour pouvoir se libérer éventuellement à partir du moment où il se faisait prendre. Donc effectivement, il y avait d'un côté la noblesse qui arrivait à le protéger, mais en même temps, ça ne devait pas être tout à fait vrai pour tout le petit personnel qui travaillait avec lui ou les petits gens qui travaillaient avec lui à l'époque, quoi. Il est devenu un petit peu presque le chef de la contrebande un petit peu dans le Cotentin, et obligatoirement c'est lui qui organisait un petit peu à partir de la Hague, c'est lui qui convoyait toute la marchandise jusqu'ici, à Saint-Germain-de-Tournebu, parce qu'il fallait vraiment un lieu qui était une plaque tournante, mais quand même assez loin des chemins de contrebandiers de la Hague. Donc ça représentait une 50aine de kilomètres à peu près, où il convoyait tout le textile à dos de cheval, tout simplement. Et donc ils arrivaient dans ce lieu pour après dispatcher tout le textile sur Paris et autres, quoi. Les livres de comptes retrouvés montrent bien que la fraude était très lucrative. De véritables fortunes se sont bâties sans payer un centime d'impôt ou de taxes. L'État ne pouvait laisser continuer cet état de fait, mais inlassablement, les contrebandiers trouvaient de nouvelles astuces ou de nouvelles combines. La Manche était, disons, le lieu de transit, mais les acheteurs potentiels, les acheteurs riches, étaient vraisemblablement à Paris. Saint-Germain-de-Tournebu pourrait avoir été un lieu de transit pour le tabac. Directement, la police de Louis XIV infiltrait les réseaux en se faisant passer eux-mêmes pour des contrebandiers. Donc ils ont réussi à remonter tout un tas de réseaux de cette façon-là. Donc dès qu'ils ont un peu pollué finalement tous les réseaux, c'est comme ça qu'ils ont réussi à démasquer finalement les chefs de bande et ainsi de suite, obligatoirement. Donc, parce que ça devenait très gênant à une époque, a priori, d'après les écrits, ça devenait très gênant à une époque, cette contrebande avait vraiment pris trop d'ampleur, quoi, et devenait vraiment un frein à l'économie du moment, quoi. C'est vrai, quand on se balade sur le chemin des douaniers, il y a des petites baies, des petits creux comme ça, où il m'est arrivé de voir nuitamment un bateau, souvent genre petit bateau de pêche, petit timonier, qui s'approchait de la côte comme ça, puis qui envoyait deux, trois coups de lampe de poche, et
Puis là, on tournait la tête et on voyait que sur la corniche, il y avait une voiture qui était arrêtée. Donc, il faisait ça. Et bon, il y avait un échange. Mais c'est pas une très très jolie contrebande, celle-là, parce que c'est pas le pétain, le tabac, hein. C'est pas les soieries de Jersey et de Guernsey. La fraude, c'est un lieu commun de la légende. On mélange toutes les époques, les personnages, et on brode énormément autour. Alors de là à imaginer qu'il y a des souterrains, qu'il y a des lieux de passage secrets, qu'il y a des trésors gagnés par le chevalier qui ont été enfouis et que l'or dort encore quelque part. Tout ça, je pense que ça fait partie des choses qui font rêver. C'est la légende de la fraude. Et la fraude, c'est vrai que, encore aujourd'hui, ça fait rêver beaucoup de gens. On pense à la fraude de cette époque. Et on oublie parfois que la fraude existe encore aujourd'hui, à une autre échelle, avec des choses qui peut-être peuvent encore se fumer, mais qui ne sont plus du tabac. Ce petit port bien calme aura vu passer bon nombre de contrebandiers depuis le chevalier de Ranteau. Mais l'esprit chevaleresque des débuts a bien disparu, pas la contrebande. À l'heure où les oiseaux de nuit les eurent tournés sur le...